Bonjour à tous, je suis Claudine Fouchereau, chef de projet agriculture chez I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat, et j'ai le plaisir d'animer cette 6e table ronde qui portera sur mieux se nourrir. Alors, avant de passer la parole aux différents intervenants, peut-être rappeler quelques chiffres, quelques éléments de contexte sur l'alimentation et le climat. Alors déjà, rappeler que l'alimentation pèse quand même lourd dans la balance des émissions, représente un quart en gros des émissions en France, et que le gros de ces émissions sont quand même à l'amont de la chaîne de valeur, soit au niveau des exploitations agricoles. Donc il y a en gros 2 tiers des émissions qui sont au niveau des exploitations et un tiers qui sont en sortant des exploitations, transport, transformation, distribution, cuisson des aliments, enfin alimentation au domicile, etc. Et peut-être rappeler aussi que sur ces émissions, le gros vient de l'alimentation, enfin vient de l'élevage en fait, de l'alimentation de produits d'élevage et l'alimentation carnée. Et c'est environ 70% des émissions qui sont liées à l'élevage. Et quand on a ce chiffre-là en tête, on comprend tout de suite que le premier levier, c'est de basculer de régime très carné vers des protéines végétales. En tout cas, diminuer la consommation de viande apparaît clairement comme le premier levier. Et puis après, il y a plein d'autres choses à faire, dont lutter contre le gaspillage alimentaire, et je pense qu'on en parlera aussi beaucoup lors de cette table ronde. Et puis également se rappeler que le climat, c'est une chose, et chercher à avoir une alimentation moins émettrice, meilleure pour le climat, c'est une chose, mais qu'il y a plein d'autres enjeux à avoir en tête, que ce soit des questions de santé, des questions de biodiversité, qualité de l'eau, de souveraineté alimentaire, de prix juste de l'alimentation, d'accessibilité à l'alimentation. Et c'est toutes ces questions qu'on va essayer d'aborder en 1 heure. Et du coup, sans plus attendre, je vais laisser la parole à M. Guillaume Garot, député de la première circonscription de la Mayenne, pour nous dresser un peu un panorama des enjeux, peut-être revenir sur les questions justement de souveraineté alimentaire, d'éducation à l'alimentation et peut-être aussi de gaspillage alimentaire, mais je vous laisse la parole pour introduire cette table ronde. Je remercie Mme Fouchereau de ces quelques mots d'introduction et je salue l'ensemble des intervenants et ceux qui nous ont rejoints, nous écoutent et poseront quelques questions. Tout ça en 1 heure qui sera donc forcément dense. Mieux se nourrir est dans le lien avec la santé pour soi-même et la santé pour la planète. Une seule santé. Alors, quels sont les enjeux qui sont posés? Le premier, je fais simple, hein, c'est, on se dit spontanément, il faudra, si on veut avoir un vrai levier pour le climat, il faudra produire autrement. Oui, certes, mais comment on fait? Ça, c'est une question majeure qui se pose parce que, il faut être capable de fixer un cap. Et moi, je suis un défenseur depuis longtemps maintenant de l'agroécologie. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à produire autrement et pas produire demain, hein, produire maintenant autrement, de telle sorte que nos modes de production soient plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité et donc du climat, de la priorité climat. Une fois qu'on a dit ça, c'est assez simple à énoncer, mais comment on fait? Quels moyens on se donne? On a des débats qui sont aujourd'hui sur la table que chacun peut saisir. On a un débat sur la biodiversité qui va arriver à l'Assemblée d'ailleurs dans peu de temps, après ce qui s'est passé avec les néonicotinoïdes. Moi, je crois qu'il y a une dimension majeure dont on parle peut-être pas suffisamment et que je veux juste citer pour vous, c'est la question de la formation des agriculteurs. Parce que c'est bien beau de dire on va tous aller vers d'autres modes de production, mais c'est encore mieux si on dit comment on y va, avec quels moyens pédagogiques, avec quels moyens financiers, avec quel pas de temps et quels objectifs. Et ça, donc, la question de la formation des agriculteurs aujourd'hui qui sont sur leur exploitation et ceux évidemment qui sont à venir, c'est décisif. Donc, il faut qu'on se donne des moyens financiers pour y arriver. Il y a un plan de relance
que le gouvernement a mis sur la table, très bien, on est à 100 milliards sur l'ensemble du plan. S'agissant de l'agriculture, je trouve qu'on est beaucoup sur l'équipement, sur les nouvelles technologies, sur l'investissement. Très bien, je pense qu'il faut, moi j'y souscris, je suis favorable, mais si on oublie, si on passe à côté de cette dimension formation, on se plantera. Donc, la première chose que je voudrais dire ce midi, c'est qu'il n'y aura pas de transition agroécologique réussie sans formation et sans accompagnement des agriculteurs et des futurs agriculteurs. Ça, c'est un point très important que je voulais signaler d'emblée. Ensuite, deuxième enjeu, mieux se nourrir. Ça nous concerne tous, comme consommateurs, comme citoyens. Mais je voudrais évoquer 2 ou 3 points sur cet enjeu qui concerne les consommateurs et les citoyens que nous sommes. D'abord, mieux se nourrir, il faut avoir une ambition. En tout cas, moi, je veux l'avoir, qui est dire, il faut que tous, on puisse mieux se nourrir. Parce que je voyais une étude ce matin de l'INSERM qui nous dit qu'il y a un lien très évident entre la qualité de l'assiette et la mortalité ensuite. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse être garanti d'une alimentation favorable à la santé. Et pour moi, on ne va pas tous, enfin je le dis comme vous, j'imagine, mais on n'est pas midi et soir à la table de Colette, malheureusement. Donc, comment on fait pour que dans notre assiette, et on ne se nourrit pas tous non plus de bio matin, midi et soir, une partie de la population, mais une partie marginale. Donc, la question qu'on doit se poser là, c'est comment on fait pour que l'ensemble de l'offre alimentaire continue, je dis bien, continue l'amélioration de sa qualité. Parce qu'il y a eu des efforts évidents qui ont été faits depuis des années, parce qu'il y a une pression de la société, parce qu'il y a une volonté des fabricants, des industriels de produire mieux, plus sain, avec de meilleurs ingrédients, avec moins d'additifs, tout ça. Bon, très bien. Mais il faut continuer. Donc là, il faut se poser des objectifs à l'échelle du pays. C'est pour moi le contrat alimentaire de notre pays. Et puis, là aussi, dire que avec des moyens nouveaux, peut-être des moyens financiers, certainement même, on arrivera à améliorer la qualité de l'offre alimentaire, mais pour tout le monde. La deuxième chose qu'il faut dire à partir de là, si on dit pour tout le monde, aujourd'hui, tout le monde ne mange pas à sa faim. Et a fortiori en temps de crise, moi j'étais bénévole au Resto du Cœur pendant le confinement, je voyais semaine après semaine les files d'attente grandir devant la porte des restos. Donc le droit à l'alimentation et à une bonne alimentation, comment on le garantit? Je travaille sur l'idée d'une couverture alimentaire universelle qui dirait que nul ne doit être privé de manger, tout simplement. C'est tout simple de dire ça. Mais là aussi, l'énonciation est simple, la mise en œuvre sera un tout petit peu plus difficile. Donc, les réponses, c'est la cantine pour les enfants. Comment on garantit à chaque gamin d'être accepté à la cantine à des tarifs qui sont supportables pour sa famille? C'est un premier point. 2, quel lien avec les associations de solidarité pour que chaque adulte dans notre société, si on ne parle plus des enfants, si on parle des adultes, puisse être garanti d'une alimentation chaque jour, et qui plus est d'une alimentation de qualité, bien sûr. Je parle des enfants, je parle des adultes, on pourrait parler des étudiants avec les restos, les crous. Donc, il faut prendre l'ensemble des aspects de la vie quotidienne, des publics, pour dire comment on garantit à chaque public cet accès à l'alimentation. Et c'est un changement de paradigme, mais ça me semble un horizon à notre portée. Nous sommes un pays riche. Nous sommes un pays de l'excellence alimentaire, donc on doit trouver des mécanismes pour que demain, chacun puisse manger dans notre pays. C'est et bien manger autant qu'il est possible, évidemment. Troisième chose, et je vais être rapide parce que vous me dites, voilà, 1 minute, je termine. On a évoqué le gaspillage alimentaire, c'est un levier.
on perd, on jette beaucoup trop. Un tiers de la production alimentaire mondiale est perdue chaque année. Donc, il faut des outils et des outils d'intervention majeurs à l'échelle d'un pays et à l'échelle de notre Union européenne. J'avais produit une loi en 2016. Je pense qu'il faut aller plus loin aujourd'hui et il n'y aura pas de réussite face au gaspillage alimentaire. Si bien sûr chacun est mis en responsabilité, c'est la première chose, mais s'il n'y a pas aussi, j'allais dire d'abord, une éducation à l'alimentation. Et je termine à dessein sur l'éducation à l'alimentation parce que c'est sans doute la clé de tout. Je parlais de formation tout à l'heure pour nos agriculteurs. Je veux redire ici que sans éducation à l'alimentation, il n'y aura pas de bataille gagnée pour mieux se nourrir. Il n'y aura pas de bataille gagnée pour avoir les bons repères, pour avoir les bons comportements face à son alimentation. C'est bien sûr une question de pouvoir d'achat, mais c'est aussi une question d'éducation. Je voulais juste le dire d'entrée de jeu. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette introduction et mise en matière sur le sujet de l'alimentation durable. Et vous avez parlé de beaucoup de choses, mais y compris le lien entre environnement et santé. Et on a la chance d'avoir Denis Léron de l'INSERM, qui est directeur de recherche émérite à l'INSERM et qui a récemment publié le livre « Manger sain et durable de notre assiette à la planète ». Donc, on est en plein dans le sujet et qui va nous brosser un peu un état des lieux de la mauvaise situation alimentaire au niveau monde et France, et puis peut-être présenter les résultats de la science sur ce que c'est ou ce que sont les régimes alimentaires à la fois sains et durables et bons pour la planète. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci à Guillaume Garot pour avoir fait une excellente introduction de ce que je peux vous dire maintenant en tant que scientifique. Donc j'aborderai trois petites parties. Donc tout d'abord, je voudrais parler de la mauvaise situation alimentaire mondiale, selon l'ONU, et aussi ce qu'on a en France. Donc, au plan mondial, l'ONU a établi que les trois formes de malnutrition qui coexistent, c'est-à-dire la sous-nutrition chronique, les déficits graves en nutriments et la malbouffe qui génère surpoids et obésité, concernent au total sur la planète entre 4 et 5 milliards de personnes. Donc, nos systèmes alimentaires actuels, de la production à la consommation et leurs impacts, ne sont pas favorables du tout. Ainsi, le récent secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait déclaré « L'amélioration de la nutrition et en définitive la protection du droit de chacun à l'alimentation repose sur l'amélioration des systèmes alimentaires ». C'est tout à fait ce que nous a dit Guillaume Garot. Si on revient en France, depuis les années 50, pendant que 90% des agriculteurs familiaux ont disparu, 80% de l'alimentation des ménages est venue des supermarchés, en majorité sous forme de produits alimentaires industriels et transformés, en partie importés. De plus, la publicité débridée a fini par faire perdre aux consommateurs leurs repères aussi bien biologiques que culturels. Et du coup, l'alimentation quotidienne est alors plutôt devenue de la malbouffe. On sait par des études qu'une forte proportion des adultes français ne consomment pas assez de fruits, de légumes, de féculents, mais ingèrent trop d'énergie, trop de lipides saturés, trop de protéines, en particulier de protéines d'origine animale, trop de sucre ou de sel. Pour beaucoup, surtout chez les femmes, cette alimentation raffinée est déséquilibrée et n'apporte pas assez de minéraux, comme le fer, le calcium ou le magnésium, de nombreuses vitamines et de fibres alimentaires. Et ce n'est pas le moins important, près d'un aliment végétal ordinaire sur 2 contient des résidus de pesticides et de perturbateurs endocriniens qui contaminent donc tous les organismes des adultes français et des enfants, dès la naissance. Donc, quel besoin avons-nous de modifier l'alimentation à la fois pour des enjeux de santé et d'environnement? L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 2010, puis l'ONU en 2014, ont établi un système alimentaire durable est un système alimentaire qui garantit à chacun la sécurité alimentaire et la nutrition, sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales nécessaires à la sécurité alimentaire et à la nutrition des générations futures. Et effectivement, à l'ONU, on parle maintenant d'une santé, la santé des hommes, des autres organismes vivants et de la planète, qui sont indissociables. Et en pratique, aujourd'hui, aucune n'est en bonne santé, hélas.
Ainsi, la planète est rentrée dans l'ère de l'anthropocène, comme le disent les scientifiques, où ce sont les activités de l'homme qui modifient la planète et épuisent progressivement ses ressources et modifient son climat. Aussi, en 2017, suite à d'autres rapports de l'ONU, un programme mondial pour promouvoir les systèmes alimentaires durables a été lancé pour 10 ans. Et en Europe, on attend toujours que la PAC finisse enfin par mettre en application ces orientations novatrices données par l'ONU. Les débats ne vont pas manquer à ce sujet. Concrètement, selon un consensus scientifique et en accord donc avec la FAO et l'ONU, il devient nécessaire, avec cette nouvelle approche globale, de développer et soutenir à la fois les méthodes de production avec de nouveaux systèmes basés sur l'agroécologie et l'agriculture biologique, qui permettra une qualité alimentaire et sanitaire optimale, et que les consommateurs adoptent des modes de consommation plus durables, avec plus de produits locaux et de saison, plus accessibles pour tous, plus végétaux, peu contaminés par les pesticides, donc plus promoteurs de la santé et respectant plus les cultures locales et les écosystèmes. Déjà, c'est ce que l'on observe. De plus en plus de consommateurs dans nos pays souhaitent réellement, en effet, une alimentation plus protectrice de la santé et de l'environnement et l'adoptent, avec une progression de plus 10% par an. Et donc, dans une troisième partie, terminons par les données scientifiques disponibles sur les régimes alimentaires sains et durables. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait scientifique maintenant. On sait que le système alimentaire actuel, de la production à la consommation, émet environ 25 à 30% des gaz à effet de serre qui changent le climat. Les études réalisées, dont les nôtres en France, établissent que près de 80% de ces émissions sont dues aux aliments d'origine animale, et principalement la viande de ruminants. Dans notre pays, on observe qu'avoir une alimentation plus végétale peut réduire ces émissions jusqu'à 5 fois moins. C'est donc possible. De plus, un consensus international des scientifiques réputés a calculé en 2019 une alimentation mondiale type qui permettrait à tous et tous les habitants de la planète de se nourrir convenablement avec une alimentation à base végétale en réduisant les surfaces cultivées et les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, que sait-on sur les consommateurs d'aliments bio? On parle d'agroécologie, consommer durable, c'est consommer bio. Voici un résumé des connaissances actuelles basées surtout sur nos études en France, avec la cohorte d'adultes Nutrinet Santé sur 200 000 volontaires. Elles ont été publiées depuis 2013 dans 12 articles dans des journaux scientifiques et médicaux internationaux réputés. En résumé, les consommateurs réguliers de produits bio aujourd'hui, comparés aux autres, montrent un meilleur profil alimentaire. Ils mangent plus d'aliments végétaux qui sont moins raffinés. On peut calculer qu'ils ont des apports supérieurs en nombre de nutriments, qu'ils respectent mieux les recommandations nutritionnelles officielles, celles du Programme national de nutrition santé. Ces consommateurs sont beaucoup moins exposés aux pesticides chimiques. Leurs aliments en contiennent au minimum 80% de moins, et on peut le mesurer dans leurs urines. Enfin, on sait que les consommateurs de produits bio ont un risque nettement réduit de surpoids et d'obésité, de moins 31% à moins 50% dans 2 études qui ont été faites, de risque cardiovasculaire, moins 31%, de diabète, moins 35%, de risque de développer un cancer, moins 25% globalement, mais beaucoup moins pour certains cancers. Enfin, les consommateurs bio ont un impact réduit sur les ressources, moins 23% de terres agricoles nécessaires, moins 25% d'énergie nécessaire pour produire, et moins 37% d'émissions de gaz à effet de serre. Certains de ces résultats obtenus en France ont été confirmés par des études en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux USA. Donc, suivant ce que nous a dit Guillaume Garot, concrètement, quels sont les changements majeurs à faire dans nos pays? 4 changements majeurs, à mon avis, concernent aussi bien l'alimentation dans les foyers que la restauration collective. Premièrement, avoir une alimentation plus végétale. 2, une alimentation à base d'aliments bio pour réduire fortement l'exposition aux pesticides associés à diverses maladies et à la perte de biodiversité. 3, en favorisant les produits locaux et de saison. Et 4, en réduisant le gaspillage. En fait, avoir une alimentation plus végétale et préférant les aliments locaux et bio est recommandé depuis 2019 par le Programme national de nutrition santé du ministère de la Santé et encouragé par la loi Egalim de 2018, en particulier pour la restauration collective. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le sujet. Et puis, je reste bien sûr ouvert aux questions qui ne manqueront pas d'arriver.
Merci beaucoup, Monsieur Léron, pour le partage de ces faits scientifiques. Donc, on voit qu'on sait ce qu'il faudrait faire. Maintenant, toute la question, c'est comment le faire, comment y arriver. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir l'éclairage d'un acteur comme InVivo pour voir comment eux prennent à bras de corps cette question d'alimentation durable, quelles difficultés ça peut aussi présenter et peut-être avoir aussi leur retour d'expérience de projets qui ont pu être mis en place, notamment, je pense, à des chaînes de magasins, que ce soit bio ou d'alimentation locale. Et donc, pour ça, je vous propose de laisser la parole à Guillaume Dumarché, qui est directeur général adjoint d'InVivo Retail. Avec le micro. Bonjour, je vous remercie de me donner l'occasion de prendre la parole sur ce sujet du mieux se nourrir. Alors, juste InVivo Retail, qui sommes-nous, hein? Nous sommes un des métiers d'InVivo qui a pour vocation d'offrir à l'agriculture française de multiples opportunités d'accéder au consommateur final. Donc, nous sommes sur les sujets de la distribution et on opère historiquement sur les métiers de jardinerie et plus particulièrement sur la partie alimentaire. Nous opérons une chaîne de magasins locaux qui s'appelle Frédici et une chaîne de magasins de produits bio qui s'appelle Bio & Co. Dans nos magasins alimentaires, nous vendons des produits bruts et des produits transformés pour couvrir tous les besoins alimentaires de nos clients. Et c'est ainsi que dans notre métier, on traite le sujet avec la conviction que manger mieux, c'est une alimentation variée et équilibrée d'abord, qui se conjugue à des produits sains approvisionnés en circuit court. Donc, c'est réellement là-dessus que l'on travaille. Et notre challenge à nous, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre. À cet égard, nous construisons un cahier des charges de l'alimentation saine et durable avec l'objectif que 100% de notre offre alimentaire rentre dedans à horizon 2030. On pense qu'on est en phase profonde de transition vers un nouveau modèle alimentaire. Jusque-là, on n'invente rien, mais on est naturellement engagé dans la juste rémunération des agriculteurs qui portent la responsabilité de la matière première, de l'ensemble des composants, et qui, eux, doivent avoir les moyens d'investir pour que la transformation se fasse. Si cette partie-là n'est pas assurée, on aura beau essayer de convaincre le consommateur et tirer la demande, on aura du mal à réaliser et d'aller au bout des projets. Ensuite, même si l'ensemble des acteurs s'y impliquent à cette transformation, parce qu'elle est attendue de tous, elle est demandée, sollicitée par nos clients, nous pensons que nous manquons de coordination et d'indicateurs simples, pilotables au plus petit dénominateur commun, que ce soit au produit ou à l'ingrédient, par exemple, pour fixer et partager les ambitions collectives et surtout travailler collectivement à la vitesse de transformation. S'agissant d'une alimentation variée et équilibrée, pour nous, l'enjeu, c'est celui du choix. Notre volonté commerciale, c'est bien de répondre à tous les enjeux des consommateurs pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leurs repas selon leur goût, ceux de leur famille, 365 jours par an. En moyenne, un foyer français consomme dans l'année 170 produits différents, c'est-à-dire que l'ensemble des courses alimentaires sont faites de 170 produits différents. Et vous pouvez le constater dans l'ensemble des magasins, les assortiments sont bien larges, donc ce qui fait que la commonalité entre les foyers n'est pas forcément évidente. Donc on estime que chacun est responsable de manger de tout en quantité adaptée et que même si on vend une offre adaptée au rythme des saisons, ce en quoi on est très aligné avec le programme national de nutrition santé qui, selon nous aussi, pourrait à nouveau franchir un cap vers davantage de protéines végétales et de saisonnalité. Notre expérience nous amène à dire que lorsqu'on est moins disant sur le choix, on est économiquement disqualifié et que rapidement, finalement, le consommateur se retourne vers nos concurrents. Donc l'enjeu du choix et de la largeur d'offres et la capacité à proposer de la variété est clé aussi pour notre métier pour assurer la performance. Et ensuite, sur le sujet des saisons, on a souvent tendance à s'atteler à un certain nombre de clichés comme la cerise d'Amérique du Sud qu'on pourrait proposer à Noël. Pour autant, il y a un certain nombre de filières, de produits plus basiques qui sont produits en France, pas forcément métropolitaine, mais je vais parler de la pomme ou de la banane, qui aujourd'hui sont proposés 12 mois par an et qui subissent ou qui vivent un certain nombre de processus de conservation qui les amènent eux aussi, alors qu'ils paraissent très en proximité et de saison, à finalement à avoir un impact carbone qui est probablement élevé. Le deuxième enjeu pour nous, c'est celui de l'approvisionnement local. Donc là, on a une expérience assez forte sur le sujet, assez riche, puisqu'on en a fait un métier, avec l'ambition de revendiquer la force des territoires. Sur nos magasins, c'est environ 40% de nos fournisseurs qui sont à moins de 50 km du magasin, 50% de la région, et le reste issu de la France, principalement de la France. On vend des produits bruts, bien sûr, qui sont plus faciles à tracer, plus faciles à agir
à activer en local et on vend des produits transformés qui sont issus d'industries qui, en général, représentent elles aussi le patrimoine local, donc l'agriculture locale. Le patrimoine industriel est souvent relié à la production du territoire. De manière transparente, cette proportion de produits elle ne nous donne pas assez d'attractivité pour maintenir durablement les modèles économiques sur un modèle exclusivement de local, sauf à combler nos problématiques de performance par le prix. Si ce local, le local pour nous, il est particulier en France, parce qu'on parle des territoires, on ne parle pas des kilomètres. Et la demande, parfois à quelques kilomètres entre le Béarn et le Pays Basque, on va parler d'un même besoin client, on ne va pas parler du même produit parce qu'ils ne veulent pas consommer la même chose. Et donc, on distingue 51 modes de consommation différents en France, qui sont l'héritage des provinces, l'héritage des agricultures locales, des labels, etc., etc. Mais ces besoins ne couvrent pas 365 jours par an ce qu'attendent nos clients, c'est impossible. Et donc, il y a des limites économiques qui vont être difficiles à franchir sur le sujet du local. Le local, c'est aussi parfois un faux ami, parce qu'on a l'impression qu'en achetant local, on préserve le carbone, mais on n'est pas toujours convaincu que lorsqu'on achète une tomate qui est produite en serre à 5% du magasin, elle a consommé moins de ressources que celle qui a profité du soleil d'Almeria. Malgré le transport, quand on fait l'analyse de cycle de vie, on se rend compte que parfois on se trompe dans le diagnostic des produits que l'on vend sur leur impact environnemental au sens large. Pour autant, nous pensons qu'il serait intéressant d'avoir des outils plus adaptés aujourd'hui. La donnée en fait partie, la data et l'accès à la technologie va nous permettre de davantage communiquer. Et peut-être que demain, nous pourrions mieux sélectionner nos offres si nous étions mieux informés. Le local, c'est aussi le Made in France, et je vous fais un retour d'expérience. Lorsqu'on n'a pas les produits au local pour combler les besoins des clients, on travaille avec nos marques propres qui sont fabriquées en France et on essaye de travailler 100% de nos recettes avec des ingrédients français. Ça marche, mais on ne va pas toujours jusqu'au bout. On n'arrive pas à avoir des sardines à l'huile d'olive avec de l'huile d'olive de France. On n'arrive pas à avoir des croquants aux amandes avec des amandes françaises. On ne parvient pas à avoir des confitures avec du sucre de canne français. Donc, si on veut préserver le goût, si on veut préserver les traditions, on n'est pas toujours au rendez-vous. Dernier sujet, c'est celui du progrès. Aujourd'hui, on vend des produits bio. Le bio, il est simple, il est facile, il est installé depuis plusieurs décennies quand même dans les concepts que connaissent les clients. Pour autant, pour nous, il n'est pas suffisant pour demain. Pas suffisant à la fois d'un point de vue commercial pour nous distinguer, mais surtout parce qu'il ne prend pas en compte suffisamment la biodiversité, il ne prend pas en compte suffisamment les sujets éthiques et sociétaux, notamment la rémunération des producteurs, il ne prend pas en compte suffisamment la qualité des produits, et on pense qu'on doit travailler sur des labels plus complets. Aujourd'hui, le diagnostic de ces labels plus complets, comme HVE, comme la note globale, comme Bleu Blanc Cœur, il y a une forme de compétition qui se met en place sur laquelle on aurait besoin de simplification et d'un parti pris un peu plus général qui vienne d'un peu plus haut pour nous faciliter la tâche et vraiment créer un climat de confiance pour collectivement avancer avec nos clients et avoir des concepts qui soient moins intellectuels et plus faciles à mettre en œuvre et qui prennent en compte autant la production des produits bruts que la réalisation des produits transformés. Dernière, juste en conclusion, le bio est devenu un peu plus accessible ces derniers temps par les effets de taille. On est convaincu que si la volonté collective est d'avancer vers des choses un peu plus riches, vers des labellisations plus denses, qui permettent d'avoir plus de critères et d'être plus favorables, il faut aller vite pour rapidement donner les tailles critiques et permettre au plus grand nombre de profiter de tous ces bénéfices. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Alors, c'est riche. Il y a plusieurs sujets qui ont été abordés sur les questions de modèle économique, de prix, des difficultés de l'accessibilité à des productions locales. Est-ce que ça implique, est-ce que c'est toujours pertinent d'un point de vue climatique? Question de peut-être l'intérêt d'avoir un label plus global plutôt que segmenter le bio, la biodiversité, le climat, etc. Alors, pour revenir sur le sujet du local, là, on va peut-être revenir sur de l'ultra-local, parce que la prochaine intervention portera sur l'agriculture urbaine. Donc là, je pense qu'on ne peut pas faire plus local. Avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, alors, c'est peut-être pas intuitif pour une intervention
sur une table ronde Mieux se nourrir, mais c'est parce que je laisse la parole à Nicolas Leroux qui pilote un appel à projet qui s'appelle Quartier fertile et qui vise justement à accompagner le développement de l'agriculture urbaine. Du coup, Monsieur Leroux, je vous laisse la parole en remettant bien le micro. J'ai remis le micro, j'espère que vous m'entendez Parfait. mieux que tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer, même si le sujet est difficile, d'un constat un petit peu négatif et pessimiste, d'apporter un petit peu de sourire et d'optimisme dans la discussion. Mais il faut quand même partir effectivement d'un constat qui est plutôt dramatique. Le député Garot l'a fort bien expliqué il y a quelques instants. La crise sanitaire qu'on a connue, provoquée par la pandémie de Covid-19, par son ampleur et par sa brutalité, a été et est toujours d'ailleurs l'occasion d'une introspection générale et d'une prise de conscience d'un certain nombre de dysfonctionnements dont souffrent nos sociétés. Au cœur de ces désordres, la question alimentaire et par voie de conséquence la question agricole se pose avec une acuité nouvelle et tout particulièrement dans les territoires que l'Agence nationale pour la rénovation urbaine suit de près, en particulier les métropoles françaises qui sont tout à la fois gravement paupérisées et donc avec un besoin de la part des populations qui est très fort d'une meilleure alimentation, mais aussi qui sont densément urbanisées et fortement minéralisées et donc offrent a priori peu d'opportunités pour faire de la culture agricole. Et dans ces territoires, plus qu'ailleurs probablement, l'arrivée de la Covid-19 a jeté une lumière assez crue en réalité sur les tensions qui existent autour à la fois de l'approvisionnement et de l'accès à l'alimentation pour les populations. Que ce soit en termes de production, de transformation ou même de distribution, le précédent intervenant y faisait référence, la remise en cause des systèmes alimentaires territoriaux actuels se pose de manière impérieuse, j'ai envie de dire, pour l'ensemble, ou en tout cas l'immense majorité des habitants des métropoles. Mais pour autant, ce sont bien les populations les plus précaires qui, comme à chaque crise sociale, à chaque crise économique ou environnementale, s'avèrent les plus touchées et pour qui l'urgence de redéfinir des politiques alimentaires et agricoles se fait plus pressante. Alors face à cette urgence, quelle solution peut-on imaginer? Puisque au-delà du constat, il faut essayer d'avancer un petit peu. On peut constater que de nombreuses collectivités, des bailleurs sociaux, de nombreuses associations évidemment, des acteurs locaux se mobilisent depuis plusieurs années sur ces sujets. Les évolutions législatives, et je pense en particulier effectivement à la loi qu'a portée le député Garot avec talent et détermination, la mobilisation d'importants fonds communautaires européens, la structuration, je crois qu'un intervenant en parlera dans quelques instants, des actions autour des plans alimentaires territoriaux. Tout cela a permis de renforcer l'impact des politiques d'aide alimentaire, en particulier dans les quartiers prioritaires, puisque je rappelle que pour une très grande majorité d'entre eux, ils concentrent à la fois difficultés économiques avec des taux de chômage 2,5 fois supérieurs à celui des autres aires urbaines, souvent plus de 40% chez les jeunes, difficultés sociales avec un taux de pauvreté, en tout cas de personnes en dessous du seuil de pauvreté qui atteint là aussi les 40%, et partant de là, effectivement, des difficultés alimentaires. Si les actions en matière d'aide alimentaire se sont fortement développées au rythme, malheureusement, de la paupérisation de cette population des zones urbaines denses, force est de constater que les activités de production ou de transformation agricole infra-urbaine restent encore marginales, malgré la volonté marquée et affirmée d'un certain nombre de collectivités, mais aussi malgré une histoire finalement relativement ancienne, en tout cas qui aujourd'hui a plus d'un siècle, car les jardins familiaux, qui sont les héritiers des jardins ouvriers d'hier, constituent d'ores et déjà une forme intéressante pour participer à leur relocalisation de l'alimentation, mais surtout pour développer une autoproduction qui débouche sur la possibilité d'accéder à une alimentation plus diversifiée et de meilleure qualité. Les jardins partagés, qui sont plébiscités par les habitants et les collectivités, mais aussi par les bailleurs sociaux depuis quelques années, malheureusement, ont un impact en termes de production alimentaire relativement faible, et cela a eu égard à leur surface, souvent réduite dans des espaces contraints. Il n'en reste pas moins
et c'est intéressant de le noter et de le souligner, que tous ces espaces, jardins familiaux, jardins partagés, anciens jardins ouvriers, permettent par ailleurs de développer un accompagnement pédagogique autour de l'alimentation en le reliant en particulier aux questions de santé. Plusieurs études ont été menées aux États-Unis et en France sur ces questions, et montrent que, par exemple, des personnes impliquées dans les jardins collectifs consomment des fruits et légumes un peu plus de 5,5 fois par jour en moyenne, contre moins de 4 pour les non-jardiniers. Et si on regarde sur certains produits, je pense en particulier aux productions maraîchères, les tomates, les laitues, elles permettent de couvrir entre 50 et 100% selon les saisons des besoins des familles, en tout cas en pleine saison. Alors, nous, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, nous pensons qu'effectivement, cultiver en ville peut être une des réponses à cette insécurité alimentaire qui se concentre notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. À ce titre, nous considérons que l'agriculture urbaine est un levier de changement social pour matérialiser concrètement la transition écologique. Et donc, c'est pourquoi l'appel à projet qui s'appelle les quartiers fertiles, qui a été lancé en janvier dernier par Julien Denormandie quand il était encore ministre de la Ville. La preuve en est que ça a été une réussite puisqu'il est devenu ministre de l'Agriculture. Et qui est opéré par l'ANRU depuis cette date, a vocation à en tout cas accompagner l'émergence et le développement de formes variées d'agriculture urbaine, à la fois des micro-fermes urbaines, des projets un peu plus complexes, des jardins d'insertion, dans les près de 500 quartiers, 466 plus précisément, du nouveau programme national de renouvellement urbain, en accompagnant également la structuration de filières locales dans une logique productive, voire marchande, et en association étroite avec naturellement les habitants. L'objectif qui a été fixé par le ministre est ambitieux, puisque l'idée est d'arriver à 100 quartiers fertiles dans nos villes. Cet appel à projet est financé par le secrétariat général pour l'investissement, la Caisse des dépôts et consignations, l'ADEME, depuis peu par le ministère de la Cohésion du Territoire et par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation dans le cadre du plan France Relance. Mais il s'appuie aussi sur un large réseau de partenariats académiques, professionnels, techniques, ainsi que sur le réseau bien dense, lui, des services déconcentrés de l'État. Cette mobilisation de l'ensemble de ces acteurs, outre le financement des projets qui sont situés dans le périmètre des territoires qui sont concernés par notre action, nous permet également d'animer un réseau d'acteurs, de les former et d'accompagner en amont même des candidatures et des projets les collectivités pour répondre au mieux aux besoins des habitants. Alors, pour être plus concret, une première vague de candidatures a été relevée en juin dernier, et avec 52 dossiers qui sont portés soit directement par des collectivités ou par des acteurs du territoire, des associations, des régies de quartier, voire des entreprises, mais soutenus toujours par les collectivités. Et la liste des premiers lauréats sera dévoilée d'ici un mois environ, autour du 15 octobre. Et deux autres recensions de candidatures sont d'ores et déjà prévues d'ici à l'été 2021, l'une en novembre de cette année, puis une au printemps de l'année prochaine. Ce qu'on peut constater au regard et à la lecture de cette première vague de candidatures, c'est que ça nous a permis de mettre au jour des projets très divers, d'ambitions variées, certains très localisés dans un quartier, voire dans quelques rues, d'autres très intégrés à une structuration métropolitaine, certains totalement on va dire, installés dans la ville, d'autres en lien fort avec des activités agricoles périurbaines ou rurales. Des projets qui, par ailleurs, couvrent à peu près tous les champs de la production, du maraîchage, de l'élevage, des vergers, des mielleries, de l'horticulture, etc. Mais aussi tous les modes de culture, que ce soit de la pleine terre, du hors-sol, des serres, de l'aquaponie, de l'hydroponie, de la culture en sous-sol, la culture en toiture, etc. La première conclusion qu'on peut tirer de cette première expérience, en tout cas de l'expérience de cette première vague, c'est que oui, c'est possible de faire de l'agriculture dans les quartiers populaires, que la volonté des acteurs et des territoires est là, que les modèles existent et que les acteurs sont prêts à s'en emparer. La deuxième conclusion, elle n'était pas forcément évidente, c'est que les fonciers existent, y compris en zone très dense, et que reconquérir la ville en la cultivant,
Cela permet également de lutter contre les îlots de chaleur, de déminéraliser les quartiers, d'aérer la ville et de la rendre plus conviviale et plus vivable. La troisième conclusion, c'est que cette démarche de production en circuit court, vous parliez à l'instant d'ultra-local, au-delà de permettre un meilleur approvisionnement alimentaire des habitants, est également indissociable de l'association même de ces habitants, mais également d'un meilleur approvisionnement des structures de restauration collective du territoire. Je pense aux établissements scolaires, aux EHPAD par exemple, et la plupart des projets mettent cette dimension très en avant, mais également de la création de filières de formation sur les métiers de l'agriculture et d'insertion par l'économique dans ces domaines. Et naturellement, ça a été largement souligné par plusieurs intervenants, la nécessaire sensibilisation pédagogique des habitants, en particulier des plus jeunes, à une meilleure alimentation et à une nutrition plus équilibrée. Parce qu'il faut quand même garder en tête une chose, c'est que la précarité alimentaire, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est ni le début ni la fin de la précarité. Et cette précarité alimentaire n'est que la manifestation d'une situation de pauvreté, qu'elle soit de longue durée ou temporaire, et qu'à la fin se pose toujours et encore, en corollaire, la question de la réinsertion économique et sociale. Alors pour toutes ces raisons, et parce que je pense que ces initiatives sont importantes et méritent d'être encouragées, je ne peux en conclusion que vous inviter à faire connaître cet appel à projet autour de vous, à rejoindre, si vous le souhaitez, notre collège d'experts, si vous voulez vous-même accompagner ces projets. Et si vous avez l'occasion, je pense en particulier au député Garot, si vous avez l'occasion de rencontrer des maires ou des élus des territoires de notre beau pays, à les encourager pour celles qui sont en tout cas concernées par cet appel à projet, c'est-à-dire situées dans des zones de nouveaux programmes de renouvellement urbain, à se saisir de cet appel à projet et à nous contacter pour qu'on puisse voir comment on peut les accompagner dans cette démarche. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur Leroux. Pour cette présentation, on voit effectivement que l'agriculture urbaine a plein de vertus et pas que celles productives finalement, même si je n'avais pas ces chiffres-là en tête, elle n'est pas négligeable non plus, quoi, et que le côté productif est bien là aussi. Alors quand on parle d'alimentation, il y a forcément aussi le volet restauration, et les restaurants aussi peuvent mettre en place des choses pour aller vers une alimentation plus durable, peut-être aussi avec un volet pédagogique, et beaucoup sont déjà rentrés dans ces démarches vertueuses, dont le chef Jocelyn Marie à la table de Colette, qui va nous présenter déjà une démarche qui est la démarche Bon pour le climat, nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, et puis peut-être aussi nous présenter concrètement ce que vous faites dans votre restaurant. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir et de nous permettre de parler de ces sujets qui sont éminemment importants. Alors moi, je suis là pour deux volets. Je suis vice-président de l'association Bon pour le climat, qui vise à promouvoir un éco-calculateur. Alors, un éco-calculateur, en gros, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet de calculer le poids carbone d'une recette. Et le poids carbone d'une recette, en le calculant, ça nous donne un exemple tout bête. 1 kg de bœuf, c'est 30 kg de CO2 dépensés. Et en contrepartie, 1 kg de carottes, c'est 400 grammes de CO2 dépensés. Quand on a pris conscience de cette problématique, je me suis dit, on va essayer de créer un restaurant. Ce restaurant s'appelle La Table de Colette. Et en gros, on fait énormément de choses pour le climat. Donc, on a des énergies qui sont 100% renouvelables. On a investi dans une cuisine à hauteur de 90 000 € pour qu'elle soit basse consommation. Et ce système fonctionne parce qu'on a aujourd'hui la même facture énergétique que l'ancien propriétaire qui faisait 4 fois moins de chiffre d'affaires que nous. On revalorise tous nos biodéchets, ce qui fait qu'on peut dire qu'on est zéro déchet parce que tout est recyclé ou revalorisé. On calcule l'empreinte carbone des plats via cette association et cet éco-calculateur de Bon pour le climat, et ça nous permet de proposer des menus qui consomment entre 3 et 4 fois moins de CO2 qu'un menu gastronomique classique français. On respecte bien évidemment la saisonnalité, on a des poissons uniquement issus de pêche passive,
on a des achats de légumes qui sont uniquement français. On utilise quand même des produits comme le café, le chocolat ou la vanille qui ne sont pas produits en France. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience en calculant le poids carbone que le transport était responsable seulement de 20% des émissions de CO2. Et ce qui fait que quand on intègre, faire un menu gastronomique sans intégrer des produits comme le chocolat, que tout le monde aime, moi je trouvais que c'était aussi un non-sens. Ce qu'on fait aussi, c'est que on offre l'eau microfiltrée à tous les clients. Alors il faut savoir que l'eau microfiltrée, ça consomme 93% de moins de CO2 qu'une bouteille d'eau classique. Et c'est pour ça qu'on l'offre aussi à tous les clients. On a tout un système de nettoyage avec des produits verts et qui fonctionne aussi. Et tout ça pour dire que alors, vous allez me dire, économiquement, on a investi beaucoup, il n'y a que dans un restaurant gastronomique que ce sera rentable. Faux. Faux pourquoi? Je vais vous prendre un exemple très concret, parce qu'à la table de Colette, les discours politiques environnementaux, on les a transformés en faits. Au mois de juillet, on a fait 81 000 € de chiffre d'affaires. On a dépensé 6 500 € de légumes, 2 700 € de poissons, et 1 200 € de viande uniquement. Et on s'est rendu compte que économiquement, le fait de calculer le poids carbone des recettes et du coup de ne proposer que des menus bas carbone, on se retrouvait avec une meilleure rentabilité. Et quand on parle aujourd'hui, on a vécu la pandémie mondiale, on a connu les plus grosses grèves de l'histoire de Paris en décembre et en janvier. Aujourd'hui, nous, ça fait 1 an à peu près qu'on est ouvert, on est toujours là et on a gagné un petit peu d'argent cette année. Et je pense que c'est uniquement en calculant le poids carbone des recettes et des plats qu'on va réussir à équilibrer cette rentabilité et à réussir ce qu'on veut, c'est faire le moins de mal à la planète. Et alors après, une chose très importante, c'est qu'on arrive à faire une cuisine bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un menu à la table de Colette, ce midi, vous allez pouvoir, un menu en 5 temps, avoir une belle tomate qui est produit dans le Var. On va avoir un brocoli qui a été décliné et on a réussi à le confire dans son jus de cuisson qu'on arrive à extraire du pied du brocoli pour éviter de jeter. On va avoir des belles carottes des sables. On va avoir du cabillaud qui est issu de pêche durable, mais on va avoir aussi des desserts au café parce que finalement, la quantité de café qu'on met dans le dessert, elle est infime par rapport à la taille du café, à la taille du dessert. Et voilà, tout ça pour dire que, en gros, ça fonctionne correctement. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette note réjouissante. Donc je retiens que manger durable, c'est manger bon et pas plus cher. Donc c'est plutôt positif. Pour finir cette table ronde, je propose de laisser la parole à Cyrielle Denartic du réseau Action Climat, qui est responsable alimentation et agriculture au réseau Climat, Action Climat, pardon. Et alors, je pense que ça pourrait être intéressant de revenir sur, parce que là, on a parlé beaucoup d'alimentation. Les 2 tables rondes précédentes étaient sur le volet plutôt production agricole. On a parfois tendance à dissocier les deux, alors que ça fait partie d'un tout cohérent et que les politiques, les leviers à mettre en place doivent adresser à la fois le volet alimentation, à la fois le volet production, mais quelque part, il faut trouver une façon d'articuler les deux. Alors, je ne sais pas si c'est complètement le cas déjà ou si c'est suffisamment articulé. Et puis, peut-être aussi nous refaire un petit retour sur la réglementation type étiquetage alimentaire, la loi Egalim, le fameux PNLS aussi, et peut-être aussi sur les projets alimentaires et territoriaux qui ont été évoqués précédemment. Voilà, nous faire un retour dessus et ce que vous en pensez et ce qu'il faudrait peut-être faire pour aller plus loin et que tout ça décolle un peu plus vite. Merci beaucoup, Claudine, pour l'animation. Merci beaucoup pour toutes les interventions précédentes et notamment les témoignages d'expériences concrètes qui sont toujours inspirantes. Je trouve qu'on en parle
jamais assez, alors que ça devrait pouvoir inspirer et entraîner comme ça d'autres acteurs économiques sur notre territoire. Maintenant, effectivement, tu l'as très bien dit, on a besoin de massification, c'est-à-dire qu'on a besoin de massifier l'évolution des régimes alimentaires et de l'évolution des modes de production alimentaire si l'on veut pouvoir répondre aux crises auxquelles on fait face. Donc, non seulement une crise climatique, je pense que ça a été suffisamment explicité dans le cadre de ces 24 heures pour le climat, mais aussi de la crise sanitaire. Denis Héron est amplement revenu dessus. Et donc, face à ces deux crises, cette double crise climatique et sanitaire, comment faire pour massifier, comment faire pour amplifier le mouvement et pour accompagner cette évolution du côté demande et du côté production. Pour ça, à mes yeux, il y a une réponse, ce sont les politiques publiques. Il faut absolument que la force publique mettent les moyens, prennent conscience de ces différentes urgences et ainsi enclenchent un véritable virage en matière de politique publique. Et j'aimerais bien insister sur 5 d'entre elles. Juste 5, mais ce sont 5 politiques publiques qui sont d'actualité, pour certaines qui sont encore en train d'être discutées, que ce soit dans le plan de relance qui a été discuté, présenté début septembre, mais qui doit encore être traduit dans le projet de loi de finances. Mais il y a aussi le projet de loi de la Convention citoyenne. Et là aussi, c'est quelque chose qui est en cours. Monsieur Emmanuel Macron s'est engagé à reprendre sans filtre l'ensemble des mesures de la Convention citoyenne et on va voir qu'il y en a un certain nombre d'entre elles qui nous intéressent directement. Donc, première politique, évidemment, l'étiquetage, ça a été abordé. Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir informer le consommateur en toute transparence et en toute honnêteté et de façon complète. Pour l'instant, il existe un étiquetage pour les aspects sanitaires, le Nutri-Score, mais il n'est toujours pas obligatoire à cause de verrous au niveau européen. Je pense que la France peut s'engager à une échelle européenne dans les négociations pour faire sauter ce verrou-là et que cet étiquetage, ce Nutri-Score puisse être rendu obligatoire. Mais il y a en ce moment des réflexions en cours sur l'étiquetage environnemental qui pourrait venir compléter cet étiquetage nutritionnel. Et là aussi, voilà, alors c'est compliqué, techniquement c'est compliqué de mettre en place un étiquetage environnemental, mais je pense que c'est possible et que si on se met tous autour de la table, on peut tout à fait arriver à des solutions lisibles, faciles à mettre en œuvre par les différents acteurs économiques. Je pense que d'un point de vue technique, les difficultés sont largement surpassables et que si on se donne les moyens et si il y a l'ambition politique de mettre en place cet étiquetage environnemental, c'est possible. Donc ça, c'était le premier sur l'étiquetage. Le deuxième levier en termes de politique publique, c'est tout ce qui concerne les cantines. Ça a déjà été évoqué, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, la loi Egalim a instauré 2 mesures. La première, 50% de produits durables, dont 20% bio, dans les cantines, dans l'ensemble de la restauration collective, et une expérimentation de 2 ans de 2 menus végétariens dans les cantines. Là aussi, on attend encore beaucoup de l'accompagnement public, en particulier dans les territoires, l'accompagnement des professionnels des cantines pour mettre en œuvre cette expérimentation des menus végétariens, puisque il faut être vigilant sur les biais qu'il peut y avoir. Par exemple, sans formation, on peut très facilement recourir à des produits protéines végétales très transformées, pas forcément très bons pour la santé ni pour l'environnement. Attention à cette possible dérive qui serait une fausse bonne solution, alors que plein de cantines mettent déjà en place des menus végétariens à bas coût et très bons pour la santé en travaillant les protéines végétales brutes. Simplement, il faut
les formations, voire un coup de pouce financier, justement pour l'équipement en cuisine, pour la formation, etc. Donc là, ça demande une aide et un déploiement de cet accompagnement dans les territoires. Troisième volet des politiques publiques, c'est le programme national nutrition santé. Denis Leron l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, depuis 2019, la nouvelle mouture du programme national nutrition santé est bonne. Nous sommes très contents de ce qui est sorti dans ce nouveau PNNS, mais maintenant, il faut des moyens pour le déployer. Encore une fois, dans les territoires, il y a eu des spots TV. Je pense que presque personne ne les a vus parce qu'il y a un manque de moyens sur le PNNS. Et également, on attend à ce que le PNNS, puisque c'est sa vocation, soit décliné dans les PMI auprès des pédiatres, voire auprès des instituteurs pour l'éducation à l'alimentation dans les écoles, dans les maternités. Enfin, il y a plein d'endroits où ce PNNS devrait être décliné dans la formation des nutritionnistes. Également nutritionnistes qui ensuite valident les menus dans les cantines scolaires. Il y a un gros enjeu à ce que ce programme national nutrition santé soit correctement décliné et ne reste pas une politique très, très faiblement mise en œuvre. Donc on a beaucoup d'espoir là-dedans. Par exemple, une des mesures de la Convention citoyenne pour le climat, c'est la mise en œuvre de ce PNNS et même ça a été dit tout à l'heure, hein, de permettre au PNNS de franchir un pas supplémentaire. Et donc, la Convention citoyenne sur le climat invite, dans ses demandes, il y a le fait que le PNNS soit transformé en PNNS-C, autrement dit, le Programme national nutrition santé pour le climat, et soit, pardon, excusez-moi, je m'étais mis un minuteur. Pardon. Voilà, donc ça c'était la troisième politique publique sur le PNNS. La quatrième, c'est la stratégie pour les protéines végétales. Et donc là, je rejoins ta remarque sur l'articulation entre la demande alimentaire et la production agricole, c'est-à-dire que si l'on veut que demain il y ait une augmentation de la consommation de protéines végétales en France, il faut être cohérent et soutenir le développement de la production de protéines végétales sur le sol français et donc soutenir les agriculteurs français dans la mise en culture de ces légumes secs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on importe la grande majorité des légumes secs consommés par les Français. C'est quand même triste, alors que la mise en culture des légumes secs dans les rotations est tout à fait compatible à une augmentation de l'agriculture biologique, permet de diminuer le recours aux engrais azotés, etc. et à tout un panel de retombées de bénéfices positifs d'un point de vue agronomique dans les territoires. Le déploiement de filières de légumes secs, c'est également un atout pour la dynamisation des territoires, donc la création d'emplois sur toute la partie de transformation et de circuits courts autour des légumes secs. Cette stratégie protéines végétales, on l'attend depuis plus d'1 an, elle a été annoncée il y a un petit moment et pourtant malheureusement elle est encore restée dans les cartons. Elle a été annoncée par le plan de relance le 3 septembre. On n'en a pas vu encore les détails, mais voilà, on compte beaucoup dessus. Pareil, on nourrit beaucoup d'espoir pour cette stratégie protéines végétales et on espère que cette stratégie protéines végétales va vraiment prendre à bras-le-corps cette urgence que la France a à devenir autonome en matière de protéines végétales. Alors, j'ai parlé de l'alimentation humaine puisque c'est le sujet de notre table ronde, mais également pour l'alimentation des animaux. Et voilà, il faut que l'enveloppe financière qui corresponde à cette stratégie protéines végétales permette notamment le développement de filières à haute valeur ajoutée. J'entends par là, par exemple, les filières de légumes secs bio qui sont parmi celles qui tirent leur épingle du jeu d'un point de vue concurrentiel. Hein. Je disais tout à l'heure qu'on importe l'écrasante majorité de nos légumes secs aujourd'hui. C'est parce que malheureusement, les importations restent
avantageuse au niveau du prix. Et donc, je pense que cette stratégie protéines végétales de la France peut booster ces filières qui peuvent être une partie de l'avenir du monde agricole et de la transformation du monde agricole dont on a besoin. Enfin, pour finir, et je m'arrêterai sur cette 5e politique publique, les circuits courts, la structuration des filières dans les territoires, ça rejoint vraiment ce que je disais sur les stratégies, sur la stratégie protéines végétales. Les plans alimentaires territoriaux peuvent être une des clés du succès, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que les enveloppes allouées aux plans alimentaires territoriaux aient des critères à la fois environnementaux et de justice sociale et de solidarité, ce qui n'est pas le cas encore actuellement pour l'instant. Autrement dit, ils doivent répondre à 2 enjeux, les déserts alimentaires, autrement appelés les bourbiers alimentaires, et l'accès à tous à une alimentation durable. Je pense qu'on peut, les PAT peuvent répondre à ces enjeux-là, et les enveloppes ne sont pas encore allouées pour répondre à ces enjeux-là. Malheureusement, on devrait ajouter ces critères-là. Voilà, pardon, je conclus, j'ai été un peu longue, mais du coup, pour finir, il va falloir passer par les politiques publiques, par l'ensemble de ces politiques publiques. Les échéances sont là. Sur toutes les politiques publiques que j'ai citées, il y a des échéances à venir pour améliorer ces différentes politiques qui vont nous permettre d'opérer ce virage dont on a besoin. Merci Cyrielle pour ton intervention. Alors, tu arrives pile poil dans la limite du temps de la table ronde, mais c'est pas très grave. Je pense qu'à 6 intervenants, c'était un peu ambitieux de toute façon de laisser de la place aux questions, et puis c'était important que chacun puisse dire tout ce qu'il avait à dire, et je pense que c'était très éclairant. Enfin, en tout cas, j'espère que ça a éclairé les participants qui nous regardent. Donc, malheureusement, on n'aura pas le temps pour les questions. On va devoir passer à la table ronde suivante, mais je voulais vraiment vous remercier une nouvelle fois pour ces discussions et vos interventions très riches. Merci beaucoup. Merci à vous.